Bonjour, bienvenue sur Question d'éthique. Nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui du sujet âgé et plus particulièrement de la famille et des accompagnants. Et aujourd'hui, j'ai invité, comme pour ces épisodes précédents, Alain Mukieli. Alain Mukieli, vous êtes médecin de santé publique, directeur du secteur santé publique de la Mutualité française des Alpes-Maritimes. À côté de vous, Valérie Serras, qui est médecin de santé publique également, et gériatre, directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer. Et vous êtes médecin coordinateur d'un EHPAD. Alors, c'est le nouveau sigle pour les maisons de retraite, qui veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause, notre philosophe de service, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille, membre du comité national d'éthique et qui vient de publier chez Vuibert « Le médecin et la mort » que je vous recommande. En face de Pierre Lecause, nous avons Michel Poncet. Michel Poncet est neuropsychiatre, praticien hospitalier, professeur de neurologie et de neuropsychologie à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le président de l'Institut de la maladie d'Alzheimer et vous êtes aussi directeur du CMRR, qui veut dire, Paquet Ouest, excusez-moi, mais qui veut dire Centre de mémoire, de ressources et de recherche pour la PHM, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et puis au bout de la table à côté de vous, nous avons Bernard Laborel, ancien directeur de maison de retraite. Vous êtes conseiller en ingénierie de projet gérontologique et vous êtes actuellement chargé de mission auprès du Conseil général des Hautes-Alpes pour la mise en place de la maison départementale des personnes handicapées. Merci à tous d'être présents sur ce plateau. Et nous allons parler donc de la famille et des accompagnants. Alors, je voudrais tout de suite me tourner vers Pierre Lecause en lui demandant quels sont les repères indispensables au sujet âgé. Le premier repère, ce sont les habitudes. Et tout le problème d'un transfert dans une institution pour une personne qui soudainement quitte un environnement rural, familial et habituel, et de se retrouver soudainement plongé à 50 km dans un établissement de grand centre urbain, c'est cette déconnexion, ce vacillement des repères que peuvent être tout simplement une activité de jardinage, un feuilleton, des activités de cuisine. Et je pense qu'on peut pratiquement créer un état de démence, guillemets, simplement en déracinant un individu et en lui faisant perdre les habitudes. Dans l'habitude, il y a habitat. Hein, on habite nos habitudes, on est chez soi, on est bien comme dans de vieilles pantoufles. Donc pour vous, c'est très très important de conserver ces repères. Alors vous parlez de l'habitat. Est-ce que les repères familiaux, les personnes qui sont autour de vous, sont aussi des repères indispensables à cet équilibre? Oui, en particulier le fait qu'il y ait des personnes de différents âges. Quand une personne rentre dans ce qu'on appelait une maison de retraite, il lui arrive de dire « il n'y a que des vieux ici hein ». Et donc, il signifie par là une sorte d'impossibilité à se reconnaître dans d'autres visages qui lui renvoient à lui-même ce dont il n'a pas nécessairement conscience, car finalement, la vieillesse, nous n'avons pas tellement d'indicateurs, à part la fatigue que nous avons lorsque nous montons une côte, que jadis nous avions plus de facilité à grimper. Nous avons le sentiment d'une unité, d'une permanence, d'une petite voix dans la tête qui parle, un moi que nous reconnaissons sur une photographie, c'est moi là, assis à droite. Et donc c'est le regard des autres qui nous signale que non, nous ne sommes plus jeunes, nous sommes devenus vieux. Et j'aime bien entendre Michel Poncet nous dire « Je sais que je suis vieux, mais je n'y crois pas ». Hein. Michel Poncet, justement, j'allais me tourner vers vous. Vous notiez tout à l'heure, plutôt dans les épisodes précédents, excusez-moi, avec force que cette relation entre les aidants et les aidés n'était pas seulement le sens que l'on croyait, c'est-à-dire les plus jeunes aidant les plus âgés, mais qu'il y avait aussi un retour, en quelque sorte, et que c'était très important pour les plus âgés d'aider les plus jeunes. Est-ce que cette relation-là, aidant-aidé, elle est justement dans les deux sens? Est-ce qu'elle implique pour la famille des valeurs particulières auxquelles il faut croire et auxquelles il faut s'attacher? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire le professeur Lecause sur le problème de l'institutionnalisation, la mise en maison de retraite d'une personne âgée saine. Avec tout ce qu'il vient de dire, je suis complètement d'accord avec ça. Alors, le problème de la relation aidant, aidé, et je pense, je répète, je crois qu'il est très très important, et c'est très difficile dans une maison de retraite, à mon sens,
de pouvoir avoir des responsabilités vers les autres pensionnaires de la maison de retraite. Mais très souvent, quand on va dans des maisons de retraite, on voit des patients qui très vite acceptent la dépendance, acceptent l'aide. Il ne semble pas qu'il y ait de revendication de la part de ces personnes d'un certain âge pour participer à la vie sociale, pour aider les autres personnes âgées. Et c'est souvent, on est entouré de vieux, ici je suis entouré de... Oui, ça se perd un peu. C'est pour ça que ça, c'est un vrai problème, parce qu'autant la personne âgée dans la vie de tous les jours peut très bien estimer, et doit à mon sens estimer, qu'elle a des devoirs envers les autres membres de la société, qu'ils soient âgés ou jeunes. Dans une maison de retraite, c'est quand même, à mon sens, un peu plus difficile. Ok, alors recentrons-nous un peu sur la famille, si vous le voulez bien. Est-ce que cette relation, justement, aidant-aidé au niveau de la famille va de soi? Est-ce que c'est quelque chose qui est, j'allais dire, naturel? Écoutez, là, je pense que le docteur Serraz répondrait mieux que moi à cette question, puisque, vous voulez, dans le cadre de l'IMA, de l'Institut de la maladie d'Alzheimer, on a mis au point des consultations famille. Je crois qu'il faut quand même que j'arrive à... Parce qu'en fait, deux choses. La personne âgée, je dirais, qui n'a pas d'incapacité cognitive, hein, qui n'a pas de maladie du cerveau, etc. La personne âgée qui en a, parce que c'est quand même deux choses complètement différentes. Bien sûr. Et mon rôle auprès de l'aidant, il est surtout auprès de l'aidant de sujets déments. À des stades différents, mais de sujets déments. Je crois que enfant, se retrouver dans le rôle, à un moment donné, d'aidant, tout dépend, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas un rôle naturel, je crois. Hein, je veux dire qu'il y a une inversion des rôles, en quelque sorte. Il y a une petite inversion des rôles. Hein, qui est évidente. Il ne faut pas se mentir quand même. Hein. À un moment donné, je ne crois pas qu'on ait fait pour un jour laver son père ou sa mère. Hein, c'est sa mère ou son père qui nous a lavé quand on était enfant, qui nous a appris, qui nous a éduqués, etc. Et se tenir à un moment donné dans le rôle de cet aidant, trop aidant d'ailleurs souvent, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut travailler, hein, même si, bon, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui vont le faire, il faut quand même apprendre à le faire et se mettre dans la position. Est-ce qu'il faut le faire, justement? Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à quelqu'un d'autre pour le faire? Ce genre de geste dont vous parliez, comme par exemple faire la toilette, laver la personne âgée dépendante. Je crois que c'est vrai qu'on conseille le plus souvent de faire appel à quelqu'un d'autre. Mais en fait, il faut aussi, là encore, se demander ce que veulent les personnes. Et s'il y a des personnes qui veulent, à un moment donné, être un peu acteur de ça et le faire à un moment. Je vous donne un exemple un petit peu précis, quelqu'un qui est plus en fin de vie. Où moi, j'imposais en maison de retraite, vous êtes soignante, non, vous vous occupez de cette malade parce que c'est votre rôle, c'est votre métier, vous devez le faire. Et quelque part, on interdisait aux deux filles, c'était juste de donner à manger, parce qu'il y a quand même un geste important, plein de... voilà, il y a la toilette, mais donner à manger, c'est quand même quelque chose qui vous change complètement de rôle social dans la famille. Tout à fait. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ces filles, est-ce qu'on ne leur enlève pas un acte qu'elles ont envie de faire? Et c'est vrai que les filles nous ont dit, on aimerait peut-être... pas automatique, mais on aimerait peut-être un petit peu avoir cette relation de donner à manger à notre maman qui est en train de mourir. Bien sûr. Alors que, vous voyez, classiquement, on se dit non, c'est les aides-soignants qui doivent le faire, la famille, elle est là pour autre chose, etc. Mais parfois, il faut quand même sans arrêt revenir sur nos acquis, sur nos pensées, parce qu'on croit toujours tout savoir, etc. Et le fait d'imposer certaines choses. Donc là aussi, il n'y a pas de modèle finalement. Quelque part, à chaque fois, les personnes doivent s'adapter et trouver... Il faut anticiper les besoins. Voilà, trouver ce qui est juste par rapport à un cas spécifique. Bernard Laborel, vous voulez intervenir? Oui, je crois qu'on est au cœur de ce qui fonde ce qu'on appelle un projet d'établissement. C'est-à-dire que une personne âgée qui arrive, avec toute une histoire singulière, avec un état de santé tout à fait particulier, qui est donc insubstituable, appelle une réponse personnalisée. Et cette réponse ne peut pas se construire indépendamment de la personne et indépendamment de ce qui fait sa relation fondamentale, son histoire, c'est-à-dire sa famille. Elle est un maillon d'une chaîne, finalement. Et si nous n'intégrons pas dans les établissements à la fois la personne
qui vient nous voir et sa famille, alors on n'a rien compris à notre travail. Et d'ailleurs, les professionnels l'ont souligné ici. Donc, nous avons à faire ça dans le cadre d'une réflexion plus globale. Comment adapter l'établissement? Quelles sont les modalités à définir pour que des projets de vie individuels puissent naître, vivre et se développer jusqu'au bout? C'est ça le grand défi. Alors, c'est plus facile à dire, bien sûr, avec quelques mots comme ça, qu'à faire dans la réalité. Parce que ça met en jeu l'ensemble des acteurs. La famille est actrice. La famille est actrice même de première ligne, quelque part. Non pas pour faire des gestes qui réclament une technicité que des personnels ont pu acquérir après plusieurs années, mais pour un moment donné, être dans la délibération du choix du plan d'aide. Concentrons-nous un peu sur ce que la famille peut apporter au sein de la famille, à la personne âgée qui demeure en quelque sorte dans cette famille. Et cette relation d'aide, jusqu'où doit-elle aller? Quelle est sa qualité spécifique? Est-ce qu'elle est justement naturelle? La question à laquelle vous répondiez tout à l'heure. Et jusqu'où doit la famille, doit-elle intervenir pour la prise en charge de la personne âgée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où la famille doit dire, bon ben là, on ne peut plus et il faut qu'on le fasse peut-être encore, mais dans le cadre d'un autre lieu. Pour garder la personne chez soi, jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce que l'on doit faire? Comment est-ce que l'on doit envisager cette prise en charge personnelle, en quelque sorte? Juste, je reviendrai sur une chose, c'est que tout à l'heure, on parlait des repères des personnes âgées. Donc, Pierre Lecoz en a parlé, mais il y a aussi les repères de la famille autour de cette personne âgée, qui sont aussi importants. Comme je vous disais tout à l'heure, un père, c'est un père, une mère, c'est une mère. Dans la famille, on a chacun notre rôle. Bon, on a un rôle dans la société, on a aussi notre rôle dans la famille. C'est un modèle quand même, la démence, je pense. Parce que les aidants de déments familiaux, ils perdent leurs repères de la même façon que les malades. Et souvent, on a peut-être 2 malades qui sont presque déments. Ils sont complètement paumés quand ils viennent au début. L'épouse qui était habituée à avoir son rôle, qui ne gérait pas les papiers par exemple, qui se retrouve maître de maison. Bien sûr. Et qui a énormément de mal elle doit s'identifier dans un nouveau rôle, et ça on l'aide, cette aidante à accepter ce rôle-là. Après, jusqu'où ils peuvent aller, moi je crois que, vous allez me dire, vous répétez, mais il n'y a pas de règle. Jusqu'où, d'abord on les éduque, on les aide, on est sans arrêt derrière eux, on les soutient, tous les professionnels qu'il peut y avoir, le médical, le paramédical et le social, ensemble, et pas seul, parce que ça, je ne sais pas si on y reviendra, mais le problème quand même de la prise en charge du sujet âgé, c'est ça, c'est le médical qui est très dissocié du social. Je crois que, bon, ça avance, mais un jour on arrivera à travailler tous ensemble pour le bien d'une personne et d'une famille, mais toutes ces personnes, tous ces professionnels qui les aident à la prise en charge, alors qu'elle soit à domicile, c'est vrai que le rôle est quand même prépondérant à domicile par rapport à l'institution, parce qu'il se décharge sur le personnel de l'institution un minimum, de toute façon, c'est parce qu'ils ne peuvent plus le faire, mais sans porter de jugement. Mais je crois que ça, c'est important. Il y a des gens, on a vu des familles à Lima aller très loin, parce qu'ils pouvaient, ils savaient, on les a aidés à savoir, et ils voulaient. Et tout ça fait que, moi j'ai vu des messieurs à un moment, prendre en charge leur épouse, je pense à 2 en particulier, en fin de vie, avec l'hospitalisation à domicile. Ils étaient là. Je crois que vraiment, ça dépend de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils veulent faire. Alain Micheli, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, pour compléter, comme quoi il y a une règle, aucune règle n'est vraiment, on peut dicter aucune règle. Inversement, nous voyons dans les réseaux de soins de maintien à domicile des personnes âgées qui passent 50 heures pour leur conjoint, qui travaillent énormément, et puis brutalement, ce n'est pas la personne âgée pour laquelle l'ensemble des secours a été mis en place qui décède, c'est justement l'aidant naturel. Et là, à ce moment-là, nous sommes dans une situation d'isolement, de confinement et de rupture totale. Donc là aussi, quelque part, il y a un apprentissage à l'après. Le, entre guillemets, sacrifice, c'est de l'aidant naturel, doit aussi être réfléchi, expliqué. Et après, que va-t-il se passer? Et donc, quelque part, c'est une négociation, une discussion de tous les jours avec non seulement les opérateurs de terrain, les professionnels de santé, mais aussi avec la famille, avec les enfants qui souvent, parfois, sont éloignés, ne s'occupent pas de la personne. Donc, c'est très, très compliqué. C'est vraiment
une pathologie, enfin une prise en charge familiale. Je pense que c'est important, une prise en charge familiale. La prise en charge de la personne âgée à domicile en institution est effectivement une prise en charge familiale, une réflexion familiale, une négociation familiale permanente. Alors justement, si c'est une prise en charge familiale, comment est-ce que vous intervenez d'un point de vue pratique pour aider cette famille à prendre en charge? Vous les conseillez? Est-ce qu'il y a, comment dire, des rendez-vous périodiques pour faire le point? Comment est-ce que ça fonctionne, en quelque sorte? Bernard Laborel, peut-être? Alors là, il faut dissocier le domicile et les établissements. Dans les établissements, le législateur a prévu effectivement des instances qui intègrent la participation des familles. Je pense par exemple au Conseil de la vie sociale. Et je crois que les projets d'établissement ont vocation à décliner les modalités qu'ils mettent en place justement pour que, tout en respectant l'idée que le docteur Serraz a bien soulevée, à mon avis, fort à propos, chacun connaît son métier et chacun doit savoir jusqu'où il intervient, pour pas qu'il y ait des chevauchements qui seraient, je pense, générateurs de difficultés. Mais par contre, que chacun trouve sa place, parce que c'est un plan d'action qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs potentiels, et ce ne sont pas simplement des professionnels. Dans l'aide à domicile, par exemple, j'évoquais à un autre moment ou à un autre endroit qu'il y avait des aides formalisées à travers, par exemple, les aides ménagères, les services d'infirmiers à domicile, etc. Mais il y a aussi tout un réseau qui se tisse. On dit souvent le lien social est détruit. C'est vrai qu'il prend des coups, on dira, mais il reste quand même souvent une structuration de réseau qui se crée autour de la personne en difficulté. Et ça peut être le voisin de palier, c'est peut-être... alors des fois c'est défaillant, on l'a vu lors de la canicule, mais ça existe aussi. Et tout ça procède d'une mobilisation générale que les professionnels aident à formaliser, aident à organiser. Et c'est ce qui permet qu'à un moment donné, on puisse proposer de rester, on puisse prendre acte de la personne qui souhaite rester à domicile. Et dans d'autres moments, chaque cas étant particulier, quand ce réseau ne peut pas exister, ne peut pas opérer, eh bien à ce moment-là, il faut proposer l'entrée en établissement. C'est la solution la plus pertinente. Bien sûr. Mais alors que deviennent ces liens familiaux, justement, quand la personne âgée a complètement perdu son autonomie? Je veux dire, les liens familiaux pour la personne âgée elle-même, ils n'existent plus. Donc comment ça se passe pour la famille? Comment est-ce qu'ils reçoivent cette personne âgée? Comment est-ce qu'ils la considèrent? Est-ce qu'elle devient une personne étrangère à la famille, finalement? Ça, je ne la reconnais plus, hein, c'est ce qu'on entend souvent, je ne la reconnais plus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'image qui est envoyée, c'est l'image de quelqu'un qui est différent. Dans la sphère intime, les comportements sont différents. Je ne la reconnais plus dans le partage intime. C'est plus la même. C'est plus la même. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est un point important. Et c'est un point qu'il faut aussi, sur lequel il faut aider l'aidant naturel. Et un autre point sur lequel il faut aider l'aidant naturel, c'est que souvent, nous, professionnels, nous intervenons dans des temps spécifiques. Et cette personne, cet aidant naturel, cet aidant familial, est chargé de la coordination de tous ces aidants naturels. Dans des temps qui sont entre les temps des professionnels, il y a ces temps morts, des temps de coordination. Et alors d'un côté, il y a une personne en face de soi qu'on ne reconnaît plus, qui est différente. Et là, en même temps, il y a des professionnels qui interviennent sur des temps morcelés et fractionnés. Et c'est vrai que l'aidant naturel, à mon sens, est pris dans une espèce d'étau entre son conjoint, son partenaire et nous autres professionnels. Et je pense que leur vie, parfois, est loin d'être facile. Valérie Serraz, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier, on a une personne âgée qui perd son autonomie. Quelle que soit l'origine de cette perte d'autonomie, on doit prendre en considération cet aidant naturel, qui est un enfant ou un conjoint. Et vraiment, vous avez des psychothérapies de soutien à domicile d'un sujet qui perd son autonomie, de façon à ce qu'il accepte, qu'il s'adapte et qu'il apprenne à vivre avec ses incapacités. Je crois qu'il faudrait aussi qu'on prenne en considération cet aidant afin qu'il comprenne la maladie, la perte d'autonomie, qu'il accepte et qu'il s'adapte avec le conjoint, avec le parent, avec le père ou avec la mère, à une nouvelle vie finalement, à s'adapter à... Vous dites il faudrait que, ça veut dire qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Attention, moi je crois que ça se fait, mais il ne faut surtout pas rester sur notre acquis actuel et dire que tout va bien. Parce que vous avez quand même des familles, des aidants naturels qui se sentent complètement isolés et abandonnés. Dans notre système, tout n'est pas parfait quand même. Bernard Laborel, vous vouliez rajouter un mot? Non, je confirme. Alors,
Depuis des années, la question a été posée parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas prendre en charge ou prendre en compte, parce que le prendre en charge aussi peut être quelquefois un peu étouffant pour la personne. Mais on ne peut pas s'occuper de personnes qui réclament notre aide sans prendre en compte leur contexte. Il faut raisonner d'une manière systémique. Premier point. Deuxièmement, dès lors qu'on est d'accord avec cette façon de voir, il faut en même temps donner les moyens aux personnes qui aident naturellement de le faire efficacement. Ça suppose donc, ça a été lent à se déclencher, ça suppose donc à aider par exemple à former ces gens-là, à comprendre, à décrypter des situations qui sont quelquefois dérangeantes. Ça suppose aussi de créer des instances de répit, c'est-à-dire des personnes qui sont, comme le disait le docteur Mukieli tout à l'heure, finalement en continu finalement avec leurs parents et qui, quelquefois, par des opérations commando, sont suppléés par des professionnels. Mais quand même, c'est eux qui assument. Puis qui assument, je dirais, je ne dis pas le drame, quand même, la tragédie familiale à un moment donné. Donc ça, c'est un point sur lequel les professionnels ne peuvent rien. Cette histoire, c'est eux qui sont accrochés à cette histoire. Et donc, il faut à un moment donné leur laisser un répit, c'est-à-dire leur donner la confiance en leur disant « Écoutez, on prend en charge pendant ce moment ». C'est pour ça que les réponses ne sont ni le domicile ni l'établissement, mais ce que disait le professeur Poncet dans une autre émission, à savoir qu'il faut marier tout ça, il faut coordonner tout ça. Et là, alors, je suis un peu optimiste, petit à petit, les conseils généraux considèrent qu'il est légitime de débloquer de l'argent pour aider des parents, c'est-à-dire souvent plus âgés, souvent plus jeunes aussi. Attention, parce qu'on est dans des situations totalement atypiques. Et ça, enfin, on comprend qu'il n'y a pas de solution univoque, il n'y a que des solutions multimodales. Michel Poncet. Oui. Je reviens sur ce que disait le docteur Mukieli il y a quelques secondes sur le problème des troubles de la reconnaissance. C'est vrai que c'est un énorme problème. Je ne le reconnais plus. Lui, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Je ne le reconnais pas. C'est plus mon mari. Et le problème, c'est comment avoir de la reconnaissance pour quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Ça, c'est Alain Ray, le linguiste, qui soulignait. Je trouve que c'est très, très important. Je ne peux pas avoir de la reconnaissance pour quelqu'un que je ne reconnais plus. Et je vais me sentir souvent très coupable de ça. Et c'est là où je pense que l'aide aux familles, aux aidants, comme on dit, aux familles, est tout à fait fondamentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé l'Institut de la maladie d'Alzheimer, un institut qui ne s'occupe que des aidants. Et il n'y a pas de malades. Et on a fait des consultations. Le docteur Serraz s'occupe des consultations familles et de la formation, d'éducation des aidants. Ça me paraît un problème très, très important. Bon, c'est important, ce problème est évident, effectivement, et j'imagine que vous devez rencontrer toutes sortes de situations, dont des situations de maltraitance, on en a parlé un peu, qui au sein de la famille doivent s'exprimer, j'allais dire, parfois d'une façon presque secrète, ou en tout cas tout à fait taboue. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous pouvez dépister ce genre de situation? Valérie Serraz. Alors, dépister, c'est... Est-ce que vous êtes là pour les dépister? D'ailleurs, probablement pas, mais en tout cas, pour pouvoir soulager ces personnes. On sent venir la situation. Je crois que, on sait tous que la maltraitance, elle existe et qu'elle part finalement, à un moment donné, peut-être aussi, ne serait-ce que d'une absence de considération et d'une absence de bientraitance. Bien sûr. Sans aller jusque à la violence physique, à la spoliation, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, on peut la prévenir. On laisse de côté toutes les... parce qu'il y a aussi une histoire dans une famille qu'il faut toujours prendre en considération. Mais l'essentiel, c'est de le prévenir et d'éviter que ça arrive. Parce qu'une fois que ça arrive... Donc de le sentir venir et puis de pouvoir justement sachant que, moi je crois que comme je disais, une personne âgée, elle est fragile. Une personne âgée, alors on va revenir au contexte de la démente, elle est... 100 fois plus fragile, qu'elle est aussi difficile c'est difficile de vivre avec un sujet dément, qui peut avoir des agitations, des troubles du comportement, etc. Donc on est vraiment... C'est le contexte idéal pour faire venir la maltraitance. Donc on éduque, on essaye de comprendre, on essaye de faire comprendre et de voir que quelqu'un n'est pas bien en tant qu'aidant. On le sent venir quand on les écoute régulièrement, quand on va les voir régulièrement, parce que nous, à l'IMA, quand on sent des situations un peu difficiles, on essaye d'aller
au domicile, voir un petit peu ce qui se passe et éduquer les gens de façon à ce que les choses ne deviennent pas catastrophiques. Pierre Lecause, vous vouliez ajouter un mot là-dessus? Oui, dire que la maltraitance, effectivement, elle ne se réduit pas à la brutalité physique, mais qu'elle peut parfois revêtir des formes plus sournoises, et en particulier dans la manière de parler. Il y a des paroles blessantes, humiliantes, et bon, on ne peut pas culpabiliser les individus, mais chercher peut-être plutôt des facteurs qui contribuent à ces situations de maltraitance. Et en particulier sur le plan culturel, il me semble qu'on vit dans une idéologie de l'accomplissement de soi. On peut voir ça dans tous les magazines et même dans la littérature de gare. Soyez à l'écoute de vous-même, réalisez votre potentiel. Et donc l'accent est essentiellement mis sur le moi. Donc l'enjeu devient, l'enjeu existentiel majeur, de réussir sa vie. Et dans ce contexte-là, les individus perçoivent notamment les sujets âgés comme une menace de rater sa vie. Et tout à l'heure, le professeur Poncet parlait de culpabilité. Et moi, j'ai l'impression que souvent, la maltraitance, elle est une réponse à la culpabilité que l'on éprouve de ne pas s'occuper des autres, de ne s'occuper que de soi et d'être dans cette idéologie de l'épanouissement. Et un dernier point là-dessus, c'est que donc on n'a pas à culpabiliser les individus qui sont maltraitants, mais à s'interroger plutôt sur les ressorts idéologiques qui façonnent nos esprits. Et je pense qu'on pourrait peut-être sortir de cette impasse en renouvelant notre regard sur la personne âgée, qui est la personne humaine dans sa nudité, c'est-à-dire dans sa vérité, c'est-à-dire une personne qui n'est plus dans cette logique de la performance, de la puissance, et donc qui nous montre ce que c'est que l'homme, c'est-à-dire le courage d'assumer sa condition, la dignité de ce courage d'être vulnérable. Donc qu'est-ce que ça signifie finalement d'un point de vue pratique, respecter cette dignité de la personne âgée pour les aidants? Et puis si vous voulez, on conclura là-dessus, Pierre. Oui, alors la dignité, c'est un bien grand mot. Je crois qu'il faut l'opposer au prix. Les objets ont un prix, les hommes ont une dignité. Un prix, c'est une valeur qui varie en fonction du degré d'altération, du taux d'obsolescence. La dignité, c'est une valeur qui ne peut pas s'altérer au cours du temps. Vous avez autant de dignité à 80 ans que vous en aviez à 20 ans. Et donc comment on peut maintenir cette distinction fondamentale et considérer que la dignité ne se flétrit pas en même temps que la peau? Eh bien, en levant les yeux sur un visage, et même quand la peau est tannée, flétrie, abîmée par les années, il reste une présence à travers le visage, à travers le regard. Et je crois qu'en étant présent à ce visage, en étant présent à l'autre, on le rend présent à nous. C'est comme ça qu'on peut le faire exister encore. Voilà. Bien, eh bien, des considérations philosophiques plutôt optimistes. J'espère que, comment dirais-je, les gens les ressentent de cette façon. En tout cas, je le leur souhaite. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain pour un autre épisode de Questions d'éthique, toujours sur le sujet âgé. Nous parlerons des soins palliatifs et de l'euthanasie. À demain dans Questions d'éthique.